Et je vais désormais céder la parole pour finir au secrétaire national du PRCF, Georges Gastaut, qui je pense nous parlera bien du lien entre l'international et la souveraineté nationale et populaire. Merci Georges. Merci camarades, et je veux d'abord évidemment souligner tout l'engagement du pôle de Renaissance communiste, non seulement au niveau francilien mais au niveau national, pour la victoire de nos camarades de l'hôtel Ibis, parce que non seulement elle mène une lutte juste, n'applaudissez pas trop vite, non seulement elle mène une lutte juste, mais surtout elle retrouve l'esprit des véritables grèves qu'il n'aurait jamais fallu cesser de mener, c'est-à-dire on se bat pour gagner et on va jusqu'au bout. Et ça s'appelle, un petit peu comme le disait Che Guevara, hasta la victoria siempre, venceremos. Voilà, donc c'est le premier point. Je souhaite qu'à l'occasion des grèves qui vont sans doute avoir lieu pour les retraites, pour les statuts, eh bien les confédérations syndicales se mettent dans le même esprit. Et non pas simplement pour témoigner, mais pour gagner. Alors ça, c'est le premier point que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, en me retrouvant dans beaucoup de choses qui ont été dites et en considérant que les contradictions qui ont été éventuellement évoquées ne sont pas, selon moi, insurmontables, eh bien, il nous faut avant tout nous demander ce qui reste l'alternative fondamentale au capitalisme. Et pour moi, l'alternative fondamentale, comme pour mes camarades du PRCF, c'est toujours le socialisme et le communisme. Non pas parce que nous sommes d'indécrottables ou d'incorrigibles dogmatiques, mais parce que tout simplement, à notre époque où l'oligarchie financière possède l'essentiel de l'économie à l'échelle nationale comme à l'échelle mondiale, il est de plus en plus irrationnel de tolérer que cette propriété privée des moyens de production aboutisse à l'appauvrissement de la grande majorité de l'humanité, aboutisse au saccage environnemental de la planète, aboutissent à des guerres incessantes, aboutissent à des menaces considérables sur la paix mondiale par l'intermédiaire de Trump, et aboutissent aussi tout simplement à une fascisation accélérée des régimes capitalistes, puisque comme les gens qui dirigent sont de plus en plus minoritaires socialement, et ça a été très bien souligné par Stéphane Siro tout à l'heure, il est évident qu'ils compensent cela par la répression, par la force, ce que nous appelons la fascisation et que nous voyons à l'échelle de l'Europe, certes dans des formes très différentes de celles de 1930, mais le contenu, c'est-à-dire cette dictature brutale du capital, reste quand même fondamentalement le même. Donc, pour nous, l'issue fondamentale, c'est toujours le socialisme et le communisme. Commençons par réaffirmer cela. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il nous fallait surtout considérer que nous sommes aujourd'hui devant une situation où il existe un véritable étau, une véritable tenaille politique qui est posée sur le peuple français, pour nous enserrer, pour nous empêcher de changer. Cette tenaille politique, eh bien, les complices qui en tiennent les manches sont d'un côté Macron et le groupe qui le suit, y compris le Parti socialiste, et de l'autre côté le Front National et ceux qui essaient d'agréger derrière lui par l'intermédiaire de gens comme Marion Le Pen, qui effectivement essaient de constituer un bloc réactionnaire. Donc on voudrait obliger notre pays soit à soutenir Macron, c'est-à-dire la casse eurolibérale des retraites, des statuts, des conventions collectives et de tout ce que notre peuple a pu conquérir au fil de l'histoire, ou de notre côté, effectivement, la honte définitive pour le peuple français d'un régime fascisant, raciste, xénophobe, qui salirait définitivement, avec un impact mondial, le pays qui a donné le branle aux révolutions du XVIIIe et du XIXe siècle. Ça serait majeur, ça serait gravissime à l'échelle mondiale si la France, passez-moi l'expression, finissait comme ça, en quelque sorte. Donc c'est cette tenaille qu'il faut briser. Comment allons-nous briser cette tenaille ? Parce que la question n'est pas de savoir s'il faut la briser. Il faut la briser parce que sinon on y passera tous d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir comment. Que faire, comme disait Vladimir Ilitch, si vous voulez. Et donc ici, nous disons d'abord qu'il y a des impasses à éviter. Des impasses qui ont été longuement explorées par les uns et par les autres, qui se représentent à nous et qu'il va falloir éviter, même si elles prennent toujours des noms nouveaux. La première de ces impasses, c'est ce que j'appellerais l'union des eurogauches. On nous serigne, y compris sur la fête de l'UMA, sans arrêt, qu'il faut l'union des gauches. La gauche doit s'unir, la gauche doit s'unir. Oui,
Bien sûr que la gauche doit s'unir, à condition qu'on voit le contenu même qu'on met derrière cette notion de gauche. À condition que, bien entendu, cette gauche ne soit pas un masque différent du capitalisme, comme on l'a vu à travers François Hollande, comme on l'a vu à travers la loi El Khomri, comme on l'a vu à travers toutes ces lois totalement liberticides, Valls, Cazeneuve et compagnie. Si c'est ça les gens de gauche, effectivement, on peut effectivement s'interroger sur cette notion de gauche. Nous disons que la question prime du contenu de classe, et que la question fondamentale, c'est celle, effectivement, de cette rupture avec l'Union européenne que ne veut pas affronter ce que nous appelons la gauche établie. Parce que cette gauche établie, eh bien, elle en croque, si vous voulez. Elle en croque de l'Union européenne à travers les différentes subventions qui peuvent être distribuées par l'Union européenne. Et par conséquent, elle déguise cette dépendance financière, cette dépendance d'appareil, en quelque sorte, à l'Union européenne, derrière tous les prétextes possibles et imaginables, notamment d'ordre idéologique. Il suffit pourtant de considérer que tous les traités européens jusqu'ici comportent la phrase qui dit que l'Union européenne est une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée, ce qui signifie que le socialisme est interdit en Europe. Et si l'on ne comprend pas qu'il faut faire sauter l'Union européenne et donc les traités européens qui comportent cette stipulation pour construire le socialisme, c'est que soit on ne sait pas lire, ce qui est quand même embêtant pour des militants politiques d'un certain niveau, soit qu'on ment, ce qui est vraisemblablement la bonne hypothèse. Donc, de ce côté-là, effectivement, évitons cette fausse alternative. La deuxième alternative, mais pour des militants comme vous, je n'ai pas à la décrire longuement, c'est donc cette alternative, en quelque sorte, raciste, xénophobe, qui est non seulement effectivement un désastre pour toute une partie de la population, parce que ça signifie au fond mener la guerre civile contre les gens qui ne sont pas originaires de ce pays, à 1, 2, 3 ou générations près, mais tout simplement parce que ça détruit la fierté même d'être français et d'exister en tant que peuple français. C'est un crime encore plus grave peut-être que le précédent contre la nation elle-même. Et par conséquent, si vous voulez, quand je dis le Front National ou le Rassemblement National, je mets toujours des guillemets au mot national, sachant qu'en particulier l'expression Front National est originaire de la résistance et que c'est le Parti communiste français qui, le premier, a mis en place pendant la guerre, clandestinement, le Front National de lutte pour l'indépendance et la liberté. Vous devinez bien que c'était tout autre chose qu'un ramassis de racistes, de nostalgiques de l'Ouest et de nostalgiques de Vichy. Alors, à partir de là, bon, si nous rejetons ces deux alternatives destructives, si en plus nous sommes critiques à l'égard de ce qu'on appelle le syndicalisme rassemblé. Le syndicalisme rassemblé, c'est un nom de code pour désigner au fond l'union avec la CFDT, pour désigner l'union avec la Confédération européenne des syndicats, qui met un verrou sur les luttes, qui les empêche toujours d'aller jusqu'au bout, qui fait qu'on témoigne qu'on n'est pas d'accord, mais pour finir, eh bien, on dialogue, c'est le dialogue social, et ainsi de suite, et on ne va pas au bout des luttes. Et même quand les luttes sont géantes, pour finir, elles ne se terminent que par, au fond, des défaites, ou l'accompagnement semi-social de certaines défaites. Si nous rejetons tout cela, que faut-il construire véritablement? Quelle alternative à ces alternatives? Quelle alternative à ces fausses alternatives, en quelque sorte? Alors ici, nous présentons, clairement, pour le résumer, une sorte d'alternative rouge et tricolore. Les deux drapeaux, l'union des deux drapeaux, que M. Fabien Roussel vient de redécouvrir à propos de Jaurès dans un article tout à fait récent. Nous la défendons depuis longtemps, nous la défendons depuis que Jacques Duclos, en 1935, le 14 juillet, soit dit en passant, au stade Buffalo, où avait lieu le premier meeting du Front Populaire, a lancé en chantant la Marseillaise et l'Internationale, ce qui n'était pas si évident à l'époque, puisqu'un certain nombre de militants ne chantaient plus la Marseillaise depuis la guerre de 14. Et donc il a voulu effectivement unir le combat patriotique et le combat social, en montrant bien que c'était le Front Populaire qui devait défendre contre le fascisme, l'indépendance nationale, contre le fascisme, le progrès social, contre les 200 familles oligarchiques, la possibilité effectivement pour la France de se débarrasser des 200 familles et par conséquent de marcher dans la voie du socialisme. Nous sommes sur cette ligne non pas pour répéter ce qui a été fait à l'époque, mais parce que nous pensons que c'est encore plus actuel en raison des circonstances
qu'à l'époque encore, puisqu'aujourd'hui nous avons cette Union européenne supranationale qui est de plus en plus grossièrement dictatoriale. Rappelez-vous tout à l'heure, avant que tout le monde soit arrivé ici, quand nous avons parlé de la présence de notre camarade Beata Caron, qui est ici sur le stand, hein, que effectivement nous en sommes dans cette belle Union européenne, soi-disant si démocratique et ainsi de suite, à empêcher l'interdiction des partis communistes dans les pays baltes, en Pologne, en Hongrie, en Ukraine où ce sont pratiquement des nazis qui frayent avec le pouvoir, et ainsi de suite, sous l'égide de l'OTAN. Voilà ce que c'est que l'Union européenne. Et quand on nous dit qu'on peut démocratiser une dictature pareille, c'est à peu près la même chose que si on nous disait que demain, effectivement, eh bien, les crocodiles vont devenir véganes. Hein. Donc ici, il faut quand même arrêter de plaisanter avec ce genre de choses. Donc que nous faut-il? Eh bien, nous parlons d'un front antifasciste, patriotique, populaire et écologistes, parce que les urgences écologistes ne sont pas une invention des Verts, hein, elles existent. Simplement, il faut, pour combattre les prédations contre l'environnement, il faut combattre le grand capital et non pas faire de l'écologie un moyen pour contourner les luttes sociales. C'est là qu'est notre divergence et non pas du tout sur le fait qu'il faudrait baisser la barre sur les questions environnementales. Donc effectivement, ce front, encore faut-il qu'il soit évidemment bien centré et qu'il soit centré pour nous sur le monde du travail. C'est pour cela que la présence dans nos manifestations, effectivement, de personnes en lutte est tout à fait centrale. Je vous rappelle que dans les jours heureux, hein, que le Parti communiste avait largement influencé à l'époque, c'est-à-dire le programme du Conseil national de la résistance, il y avait cette phrase qui disait qu'il fallait mettre le monde du travail au centre de la vie nationale. Eh bien, nous sommes fidèles à cette idée-là parce que pousser jusqu'au bout, mettre le monde du travail au centre de la vie nationale, ça veut dire sortir du capitalisme, ça veut dire sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, bien évidemment, et ça veut dire aussi donc construire le socialisme. Les choses doivent être claires ici. Si la classe ouvrière doit diriger un jour ce pays, cela veut bien dire qu'il faut construire la classe ouvrière au sens large du terme. Qu'on arrête de nous faire des procès là-dessus en nous disant la classe ouvrière c'est vieillot. Les femmes de chambre, elles ne travaillent pas à une usine, mais vous avez bien vu tout à l'heure qu'elles doivent faire 3 lits, 3 chambres et demie à l'heure. C'est pas de la prolétarisation, ça? C'est pas le nouveau prolétariat, ça? Hein, on voit ici la prolétarisation des services. Et si on prend conscience de cela, on s'aperçoit que la classe ouvrière ne diminue pas, mais qu'au contraire, elle gagne sans cesse de nouveaux secteurs dans ce pays, et que l'avenir n'est pas à la collaboration entre les classes. L'avenir, au contraire, et la classe capitaliste le sait peut-être parfois encore mieux que nous, est à la guerre entre les classes. Et finalement, dans cette guerre, il y a forcément un vainqueur. Si c'est le capitalisme, il risque d'être vainqueur sur l'humanité elle-même, tandis que si c'est la classe ouvrière, le monde du travail dans son ensemble et ainsi de suite, ça ouvre la perspective d'une libération de l'humanité dans son ensemble. Je finis en disant qu'en effet, il nous faut à partir de là, bien sûr, défendre la souveraineté de la France et le progrès social. C'est ce que signifie pour nous, bien au-delà du symbole, la question de l'alliance du drapeau rouge et du drapeau tricolore, de la Marseillaise et de l'Internationale. Et à partir de là, bien sûr, dans la perspective d'une coopération entre tous les peuples, et bien sûr du communisme et du socialisme pour la génération qui va venir. Dernière chose véritablement, il faut aussi que cette bataille sur la souveraineté populaire soit bien plantée sur une aspiration progressiste, sur une aspiration effectivement vers vers l'émancipation, émancipation sociale, émancipation aussi de toutes les aliénations, y compris la domination patriarcale et des choses de ce genre. Je n'ai malheureusement pas le temps de développer tout ça, mais effectivement, c'est pour cela que nous disons que nous voulons une alliance de la gauche antifasciste, patriotique, populaire et écologiste. Le sigle, l'acronyme, ça donne agapé, qui voulait dire l'amour en grec, n'est-ce pas? Donc, d'une manière ou d'une autre, nous disons oui qu'il faut un nouveau CNR. Et ce nouveau CNR, il doit avoir un contenu de classe, un contenu anticapitaliste, un contenu antifasciste, un contenu anti-impérialiste et à notre époque, nécessairement, si on va jusqu'au bout, un contenu révolutionnaire, un contenu socialiste. C'est pour ça que, tout en souhaitant la plus large alliance avec tous ceux qui, comme nous, veulent un Frexit de gauche, un Frexit progressiste, antifasciste, anti-impérialiste, anticapitaliste, etc., eh bien, bon, évidemment, nous sommes communistes et nous disons qu'il faut reconstituer dans ce pays un grand parti communiste de combat qui fait défaut à notre pays, qui nous conduit à des défaites depuis des années et des années. Et il faut reconstituer ce parti et ça ne fera pas de mal aux autres groupes progressistes. Au contraire, ça sera pour eux un grand appui pour leur permettre effectivement à tous de retrouver une large assise ouvrière, populaire, progressiste,
patriotique et internationaliste. Les deux choses sont pour nous totalement inséparables. Merci.